Bonjour et bienvenue dans le podcast Démesuré, votre dose de boost entrepreneurial pour bien vivre l'entrepreneuriat au quotidien. Je m'appelle Marjorie et je suis ancienne gestionnaire de clientèle en banque. Et il y a quelques années, je me suis échappée des agences bancaires pour vivre librement, me réaliser à travers ma créativité et devenir ce dont j'avais toujours rêvé, chef d'entreprise sur le web. Aujourd'hui, je ne regrette pas du tout cette prise de risque tellement je me sens épanouie et accomplie. Depuis mai 2020, j'accompagne les femmes entrepreneurs à passer à l'action pour communiquer de façon stratégique et authentique, pour vivre sereinement de leur business avec efficacité et grâce à mon multipotentiel, ma personnalité mi-stratégique, mi-énergétique, avec mon programme signature Manifesting Magic, j'offre à mes clientes une aide et un soutien global dans leur aventure entrepreneuriale digitale. Dans ce podcast, vous ne trouverez pas de la magie ou des miracles, mais un vrai partage d'expériences et de connaissances, sans faux semblant, tout dans la vérité, la réalité et l'honnêteté. Dans chaque épisode, je vous parle de business, de stratégie, de marketing, mais aussi de mindset, de développement personnel, d'intuition, de créativité et de spiritualité. Alors installe-toi confortablement et bonne écoute de l'épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui j'ai vraiment envie de te partager les 7 règles graphiques à connaître si tu veux un Instagram qui est attirant, de créer un feed aussi qui peut attirer l'œil et faire rester les gens, c'est-à-dire pour qu'ils s'abonnent, tout simplement faire grandir ta communauté. Quand on plonge dans le monde du graphisme, c'est un sujet vraiment qui va te permettre de booster ta visibilité sur Instagram. Parce que le fait d'avoir un feed Instagram qui est attrayant, c'est comme un peu avoir une vitrine de magasin qui est impeccablement décorée. Ça attire l'œil, ça captive, ça donne envie aussi d'en savoir plus et donc de rentrer dans cet univers. Donc là, je vais te donner tous les secrets du graphisme qui font mouche à tous les coups et qui sont importants d'avoir en tête quand tu fais des contenus sur les réseaux sociaux. Première règle, c'est l'alignement justifié. Je vois encore trop de posts et de visuels avec des décalages, avec des choses pas alignées, avec des choses qui sont toutes seules, isolées, qui du coup déséquilibrent la lecture du contenu en lui-même. Donc on s'attarde sur des choses qui nous attirent l'œil dans la forme, qui sont pas très bien amenées. Et puis on a des choses qu'on oublie de lire ou qu'on n'arrive pas à intégrer au niveau du fond et c'est bien dommage. L'alignement justifié, c'est vraiment l'art de placer chaque élément à la bonne place pour créer une harmonie visuelle et d'avoir les choses qui sont correctement disposées pour améliorer la lecture de la personne qui regarde ton contenu au quotidien. Faudrait presque imaginer un orchestre où en fait chaque musicien va jouer un rythme et en fait c'est l'alignement de tous ces rythmes qui va créer la beauté de la musique. Et ben c'est la même chose avec l'alignement dans le graphisme. Donc là, d'avoir cet alignement parfait dans tous tes éléments que tu vas disposer, que ce soit du texte ou des images, ça va venir créer une structure qui va être claire, qui va être lisible et c'est ce qui est l'essentiel en fait pour que les gens puissent retenir les choses et surtout pour retenir leur attention et pas que pour des choses négatives ou pas jolies, pas harmonieuses où là ils vont dire oh il y a un truc qui cloche visuellement, je sais pas quoi, mais il y a un truc qui va pas. Du coup, moi, ce que je t'invite à faire quand tu es sur Canva, c'est d'utiliser les règles et les grilles de repères qui permettent du coup d'aligner au bon endroit tout ce qui va être texte, image. Il y a des outils intégrés maintenant qui nous permettent ça et nous permettent d'être beaucoup plus fluides dans la disposition de ce qu'on va faire. Et tu vas voir que cette règle-là va aller avec les 2 règles suivantes parce qu'il y a des règles à respecter dans les endroits où l'œil va se balader naturellement quand on veut mettre en évidence des choses importantes, essentielles pour les personnes qui nous regardent pour que ce soit fluide pour elles. Alors justement, la deuxième règle, c'est la règle des tiers. Ça, c'est une règle que j'ai appris au tout début quand je me suis lancée en tant que photographe. C'était une des règles indispensables pour créer des images qui allaient capter l'œil, sembler équilibrées, sembler harmonieuses et être vraiment jolies, belles, attirantes, attrayantes pour les personnes qui les regardent au quotidien. Donc la règle des tiers, elle nous permet de diviser notre image en 9 parties égales, donc avec 2 lignes horizontales et 2 lignes verticales. Et les points d'intersection
qu'on appelle les points de force, ce sont les endroits où les éléments clés doivent être placés parce que c'est là que naturellement l'œil va aller chercher des informations sur l'image, le visuel, la photo, peu importe ce qu'il regarde. Donc cette règle, elle va t'aider à créer des compositions qui vont être équilibrées, qui vont être dynamiques aussi. Et quand tu vas prendre des photos ou que tu vas créer des compositions sur Canva, que tu vas vouloir agencer différentes choses en même temps ensemble, que ce soit des textes ou des images, tu vas essayer de placer les sujets principaux, les éléments principaux sur l'un des points d'intersection. Et c'est la même chose quand tu prends des photos. Souvent, moi, on me dit « Ah, mais tes photos, elles sont belles. » On a l'impression que c'est inné, naturel chez toi. C'est tout simplement parce que j'utilise cette règle pour placer mes sujets, mes éléments dans mes points de force, dans les intersections de ces 4 lignes horizontales et verticales qui créent des points de force, des points convergents où on va aller chercher des éléments avec notre œil naturellement. Et ces 2 règles, elles vont avec la 3e règle qui est le chemin visuel. Le chemin visuel, c'est en fait le parcours que suit l'œil en regardant un visuel. Donc un bon design, il doit guider l'œil de manière fluide et logique dans ce chemin visuel-là. Le chemin visuel, généralement, il va s'opérer en forme de Z. C'est-à-dire que si on prend les points de force qui ont été créés avec mes 2 lignes horizontales et mes 2 lignes verticales qui ont donc créé 9 petits morceaux de carré sur mon image ou mon visuel, je vais me rendre compte que mon œil va partir du point de force en haut à gauche, il va aller se déplacer à droite en haut, puis il va faire le mouvement du Z, donc il va repartir en bas à gauche pour finir en bas à droite. Le mouvement du chemin visuel en Z, il est en fait inculqué par les mouvements de lecture, puisque notre œil est habitué à partir, en France en tout cas, de la gauche pour partir vers la droite, et quand il arrive à la fin de la ligne, notre œil est habitué à repartir au début de la ligne en bas à gauche. Donc pour pouvoir faire ça, je t'invite sur Canva à utiliser les lignes de repère pour être sûr de placer tes éléments au bon endroit. Et puis pour faire suivre le chemin visuel aux personnes pour le sens de la lecture que tu veux apporter, je t'invite à utiliser des lignes directrices ou alors des flèches ou peut-être des contrastes de couleurs pour venir diriger l'œil naturellement et que la personne ne soit pas perdue dans ce qu'elle fait. Tu pourrais penser par exemple à une affiche d'un film. Pense vraiment à comment elle est séquencée, comment elle est créée. Où est-ce que les yeux des personnages pointent? Où est-ce que le titre est placé? Où est-ce que le nom du réalisateur est placé? Je t'invite à faire comme des mini-analyses d'images, de visuels sur lesquels tu tombes, qui sont forcément faits par des graphistes ou des équipes marketing, et tu verras à quel point tout ça est bien réfléchi et que tout est placé au bon endroit, au bon moment, pour te faciliter la lecture et t'amener à capter les éléments les plus importants, indispensables. Ma 4e règle, c'est celle des polices d'écriture. Les polices d'écriture, elles viennent véhiculer des émotions, elles viennent véhiculer des messages. Une police qui va être manuscrite, elle peut évoquer un peu plus la convivialité, l'ouverture, la simplicité, quelque chose où on se sent enveloppé, on est dans la rondeur, donc c'est sympa. Quand on va avoir une police sans sérif, qui va être plutôt moderne, on peut donner un peu l'impression de professionnalisme par exemple. Donc je vous invite moi à vous limiter à 2 voire 3 polices différentes pour pouvoir maintenir du coup une cohérence et d'utiliser des tailles et des effets sur vos polices qui vont permettre de contraster et de hiérarchiser vos informations. Dans Canva, ce qui est génial, c'est qu'on peut choisir une police pour un type de texte. Par exemple, mon grand titre, mes sous-titres, ma police pour mes paragraphes de texte. Et forcément, on va pas choisir la même police pour tout. Moi, souvent, j'aime à dire que quand on a un titre et un sous-titre, on va essayer d'avoir une police plutôt masculine et une police plutôt féminine, ce qui va du coup nous permettre d'avoir un équilibre entre les deux et de montrer aussi la hiérarchie des informations et d'attirer l'œil complètement différemment. Et ensuite, on va avoir une police pour nos paragraphes. Là, comme on a beaucoup de caractères, beaucoup de mots, beaucoup de lignes qui se suivent, je vous invite vraiment à avoir des polices qui vont être
très simple, sans fioritures, très clair, d'avoir des sauts de ligne un petit peu en décalé pour que vraiment tout soit fluide dans ce que l'on va lire et regarder. Donc moi je vous invite à avoir une police pour les grands titres, une police pour les sous-titres, une police pour vos corps de texte. Vous avez plein de sites qui vous proposent des polices comme Google Font par exemple, vous avez Dafont aussi, mais dans Canva, si vous avez la version pro payante, vous allez pouvoir trouver une multitude de polices et réussir à faire votre équilibre en testant plusieurs choses à la fois. Et vous avez des outils comme mon kit Canva gratuit que vous retrouvez dans la description de cet épisode qui vous donne des idées d'alliance entre plusieurs polices qui ne sont pourtant pas les mêmes au départ mais qui fonctionnent ensemble tout simplement parce que elles reflètent cet équilibre yin et yang masculin-féminin. Ma 5e règle d'aujourd'hui, ce sont les couleurs et la palette couleurs. Les couleurs, elles viennent influencer nos émotions, notre engagement. Elles peuvent aussi apaiser, exciter ou même inciter à l'action. Donc je vous invite à choisir vraiment une palette couleurs cohérente avec votre marque, qui va refléter l'énergie de votre marque, qui va refléter votre personnalité, selon en effet l'énergie que portent dans l'inconscient collectif les couleurs et ce qu'elles nous évoquent à tous. Vous allez pouvoir utiliser des outils comme Canva qui va vous permettre de créer des palettes couleurs, l'application Shade qui est intégrée directement dans Canva qui vous permet de créer des nuanciers de vos couleurs et vous avez des outils comme Colors qui vont vous permettre d'avoir des palettes couleurs proposées qui ont déjà un certain équilibre, mais aussi de créer votre propre palette selon des algorithmes, des changements de couleurs aléatoires. Sachez que la psychologie des couleurs est hyper importante. Chaque couleur a une signification. Donc si on prend par exemple le rouge c'est souvent associé à la passion, à l'amour, à l'énergie. Il peut évoquer aussi un sentiment d'urgence. C'est souvent la raison d'ailleurs pour laquelle il est souvent utilisé dans les ventes, les promotions, les grosses remises. Donc le rouge c'est une couleur de puissance, de détermination et donc il va être idéal pour attirer l'attention sur des offres spéciales, des produits ou des services spéciaux, parce qu'il va être là aussi dans les restaurants par exemple pour stimuler l'appétit, pour encourager l'action. Et donc c'est une couleur qui est quand même assez chaude et assez vive. Le orange, lui, il évoque plutôt la chaleur, l'amitié, la créativité. C'est une couleur qui est joyeuse, qui est énergisante. Elle est souvent utilisée pour des boutons d'appel à l'action, par exemple sur les sites web. On l'utilise aussi pour cibler des publics très jeunes, très dynamiques. Et donc le orange, c'est aussi la couleur de la communication. Donc pour faire passer des messages importants, il est très utilisé. Le jaune, lui, c'est la couleur du bonheur, de la positivité, on le relie au soleil, à la lumière, mais ça peut aussi signaler un avertissement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le jaune est utilisé pour tout ce qui est panneau de signalisation. Donc, on va l'utiliser pour transmettre un message joyeux, optimiste, pour stimuler aussi la créativité et l'énergie. Pour ce qui concerne le rose, c'est souvent associé, lui, à l'amour, à la tendresse. Il va évoquer la jeunesse, mais aussi la féminité. Il est utilisé pour des produits liés à la beauté, à la mode. Et on va cibler vraiment une audience principalement féminine avec ce rose. En ce qui concerne le vert il évoque la nature, la santé, mais la tranquillité aussi, puisqu'il nous ramène vraiment à l'essence de la terre, du paysage avec les arbres, le feuillage, etc. Il est souvent associé à la croissance, à la prospérité et il est là pour soutenir des valeurs de durabilité, de respect de l'environnement et donc on l'utilise pour des produits beaucoup liés à la santé et au bien-être. En ce qui concerne le bleu, le bleu c'est une couleur qui est très apaisante, qui inspire la confiance, qui est reliée du coup à l'élément eau, donc tout ce qui est eau, ruisseau, océan, mer, et donc on a cette fameuse quiétude qui vient avec. Il est souvent perçu comme fiable, sécurisé, on l'utilise pour projeter une image de confiance et de fiabilité, donc on l'utilise pour des produits aussi ou des services qui vont être apaisants, relaxants, qui vont amener les personnes dans la quiétude. Pour le violet, on est là sur une couleur qui est souvent associée au luxe, à la royauté, mais aussi à la créativité. Mais il peut aussi évoquer le mystère ou la spiritualité. Donc on l'utilise pour des marques ou des produits qui sont assez haut de gamme généralement. Pensez au siège de la SNCF en siège première classe. C'est un peu ça finalement.
Et par cette couleur, on vient vraiment cibler une population artistique innovante aussi, bien souvent. Pour celles qui ont des couleurs dans les bruns ou marrons, on a une couleur là qui est souvent associée à la solidité, la fiabilité de la terre vraiment, de l'ancrage. Et donc ça inspire confiance et sécurité. Donc c'est une couleur qui est pourtant très chaleureuse. On va penser au bois dans les maisons qui est souvent utilisé maintenant pour le côté cocooning chaleureux parce que ça évoque le confort, la simplicité et aussi l'aspect naturel. Le marron, il est lié à la nature, aux éléments naturels, donc comme le bois et la terre, et c'est ce qui le rend vraiment parfait pour des marques qui veulent projeter une image d'écologie, mais aussi et surtout une image authentique. Et donc, on va l'utiliser pour des produits naturels, biologiques, artisanaux aussi. Ça peut transmettre une sensation d'authenticité, de respect de l'environnement. C'est aussi souvent utilisé dans le packaging des produits alimentaires pour évoquer des saveurs un petit peu riches, naturelles, mais aussi pour des éléments de décoration intérieure, bien entendu, pour créer justement cette atmosphère très accueillante, très chaleureuse. En ce qui concerne le blanc, il évoque la pureté, l'innocence, mais aussi la propreté. C'est beaucoup utilisé dans le milieu médical. C'est une couleur qui est associée à la clarté, à la fraîcheur, au propre, et donc c'est utilisé pour des produits qui sont liés à la santé, à l'hygiène, ou alors pour des designs qui peuvent être clairs, qui peuvent être aussi très minimalistes. Donc le blanc de toute manière est très utilisé dans le design. Vous allez le voir dans une de mes prochaines règles, c'est important d'avoir du blanc, du vide, de l'espace clair. Ensuite, pour ce qui concerne le doré, on est là plutôt sur une couleur qui est associée à la richesse, au luxe, à l'exclusivité, mais ça va aussi évoquer souvent la gloire, la victoire, le prestige. Et il faut voir le doré comme un peu une extension du jaune. Le doré peut transmettre des sentiments de chaleur, de bonheur. Il peut être utilisé pour des marques haut de gamme, des emballages de produits ou de luxe aussi, des campagnes publicitaires qui vont viser une audience premium. Pensez à la carte bancaire Gold. C'est la carte premium. C'est la carte qui n'est pas donnée à tout le monde. Il faut un certain revenu, une certaine forme d'épargne, un certain métier, une catégorie socio-professionnelle pour y accéder. Et donc le doré va être parfait pour des éléments de design qui vont être liés à la récompense, aux trophées, aux célébrations, ou alors pour des invitations ou des décorations d'événements qui vont nécessiter une touche d'élégance et de prestige à un moment donné. Et enfin, pour toutes celles qui mettent du noir dans leur identité visuelle, le noir c'est la couleur de l'élégance, du pouvoir, mais aussi parfois du mystère. Et ça peut être perçu comme soit très formel, soit très sérieux. Et donc le noir, il est là pour projeter une image sophistiquée, une image exclusive. Il est utilisé pour des designs très modernes, très épurés. Mais attention à son utilisation quand on a une palette couleurs plutôt bien fournie, avec des nuances bien fournies, à utiliser le moins possible le noir, surtout quand vous voulez faire du contraste, surtout sur des aplats de couleurs, quand vous mettez des fonds de couleurs, par exemple orange, vert, bleu. Préférez écrire en blanc dessus, ça amènera toujours ce côté d'éclat lumineux que vous pourrez avoir donc dans votre quotidien. Ma 6e règle d'aujourd'hui, c'est d'utiliser des modèles. Les modèles, appelés aussi des templates, c'est des designs qui sont préfaits et qui sont faits par des personnes qui ont cet œil artistique de design et qui vont du coup vous faciliter la création de vos contenus parce que visuellement, ils seront déjà cohérents, ils seront déjà attractifs, vous n'aurez plus qu'à les personnaliser avec vos couleurs, vos polices d'écriture et selon ce que vous voulez y ajuster, faire attention aux alignements, à cette règle des tiers et au chemin visuel. Donc moi je vous invite à vraiment utiliser ça dans Canva, il y a des milliers de templates, plongez-vous là-dedans, mettez des mots-clés importants par rapport à ce que vous voulez transmettre comme message ou le type de contenu que vous voulez faire aussi, parce qu'ils font gagner du temps, ils assurent une qualité graphique qui va être professionnelle, qui va paraître professionnelle, et donc de les personnaliser grâce au bouton du style par rapport à tout ce que tu vas rentrer de tes éléments de marque dans ton compte Canva. Ça va te permettre du coup en un seul clic de pouvoir personnaliser des modèles qui sont bons visuellement, professionnels, et qui du coup vont ensuite être personnalisé pour refléter ton identité visuelle et garder la cohérence avec ta marque selon ce que tu auras choisi comme template.
Ma 7e et dernière règle d'aujourd'hui, mais qui est très très importante et qu'on oublie souvent, c'est la règle de l'espace négatif. L'espace négatif ou alors l'espace blanc, c'est l'espace de vide autour et entre les éléments finalement de ton design. Ça ne doit pas être considéré comme un gaspillage d'espace. L'espace négatif, il permet vraiment à ton contenu de respirer. Il va rendre aussi ton design beaucoup plus clair, beaucoup plus lisible et donc faire respirer la personne qui est en train de lire ton contenu à l'intérieur de ce que tu nous proposes. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus de visuels minimalistes avec le minimum de texte, le minimum d'éléments graphiques qui emmènent du coup droit au but par rapport à ce qu'on veut donner comme message. Donc là, le conseil, c'est vraiment de ne pas surcharger tes visuels, de laisser de l'espace autour de tes éléments clés pour justement venir attirer l'attention sur eux, surtout s'ils sont placés par rapport à la règle des tiers et au chemin visuel. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des 7 règles graphiques essentielles pour un Instagram vraiment irrésistible. Mets en pratique ces conseils, tu vas voir comment ton feed va réussir à se transformer en un rien de temps. Et surtout, si tu as envie d'aller plus loin, si tu as envie d'avoir des exemples concrets, justement visuels, inscris-toi au masterclass qui arrive les 24, 25 et 26 juin prochains qui vont te permettre d'avoir des clés essentielles et complémentaires à celles que je viens de te donner aujourd'hui pour pouvoir booster l'engagement sur ton compte Instagram mais aussi tes stories parce que l'univers visuel se crée sur tout ce que l'on crée aujourd'hui. Pour moi, l'univers visuel, c'est les 3 premières secondes d'une rencontre, c'est l'image que les gens vont avoir de toi, c'est la croyance qu'ils vont se faire de qui tu es. Donc, amène du soin et du détail à toute ta partie visuelle, design de tout ce que tu crées au quotidien et c'est pour ça que j'ai créé les Masterclass Canva pour rendre accessible le graphisme, avoir des visuels professionnels en un rien de temps sans t'épuiser et sans y passer trop de temps. Tu retrouves tous les liens dans la description de cet épisode et j'espère que tu en feras bon usage. Bravo à toi d'être arrivé jusqu'à la fin de l'épisode et merci de ta fidélité. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et laisse-moi un commentaire et 5 étoiles. Ça me motivera à te préparer encore plein d'autres épisodes inspirants. Et d'ailleurs, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode rien que pour vous, mes ambitieuses.